Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci d'être à la tribune. On est pressé par le temps, on doit se quitter à 5h moins le quart, dernier carat, donc on va essayer d'aller vite. Moi, mon rôle, ça va être essayer de vous maintenir dans les rails de la thématique, ce qui n'est pas forcément évident, on l'a vu, et de tenir un peu le timing. Alors, question très très générale dans un premier temps. En quoi la recherche est-elle utile, voire nécessaire au mouvement syndical ? Je vais commencer par Laurent Berger, par exemple, voilà, par hasard. Bonjour à toutes et à tous. Au moins, ça fait rire Philippe Martinez. Donc, c'est une bonne chose. Merci de l'invitation. On est ravis d'être là. C'est déjà un signe si on est présents tous les responsables de nos organisations pour les 40 ans de l'IRES, c'est qu'on y accorde, je crois, de l'importance. La valeur ajoutée de l'IRES, elle est inscrite dans ses missions, c'est-à-dire porter un regard syndical dans l'analyse économique et sociale. Ça a été dit tout à l'heure, l'analyse économique et sociale, il y en a plein qui en produisent. Mais nous, on pense que c'est important, enfin en tout cas, on est persuadé de ça, c'est important qu'il y ait un angle syndical. Parce que la recherche, c'est rarement quelque chose qui est totalement désincarné, où il n'y a pas une problématisation qui soit pas forcément orientée au sens où on l'entendrait traditionnellement, mais qui partent des réalités de travail. Et c'est un enjeu de pluralité du débat public sur la recherche. Après, nous, comment on s'en sert ? On le sait, on s'en sert en termes d'évaluation de ce qu'on a pu faire. Il y a des études, on n'a pas le temps, on est pris par le temps, mais il y a des études qui nous ont servi à évaluer l'effectivité des droits qu'on a négociés en un certain nombre d'accords ou l'effectivité de telle ou telle mesure. Je pense notamment aux mesures, à la loi Larcher, aux mesures de représentativité, etc. On s'en sert pour nourrir notre action, notre corpus revendicatif. C'est vrai sur la question des temps de travail, c'est vrai sur la question des travailleurs des plateformes, il y a eu un certain nombre d'études sur ce sujet-là. On s'en sert aussi un peu comme miroir de notre type de syndicalisme. Ce que pensent nos militants, qui ils sont, quelles valeurs ils portent, etc. Et donc, moi je crois qu'on a besoin de l'IRES pour que les organisations syndicales, dans le débat qui est parfois assez compliqué, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Paul tout à l'heure sur le diagnostic partagé. On a tous un biais et on le revendique, on est les représentants des travailleurs et des travailleuses, et c'est important qu'on soit nourri en termes de recherche en partant de ces réalités-là. Et être nourri, c'est pour être plus fort dans le débat public, dans la confrontation sociale. C'est aussi pour nous renforcer syndicalement, enfin, en termes de pratique, en termes de nouvelles problématiques posées, d'anticipation. On ne cite pas assez, ça a été tout à l'heure cité par Gilles de Margerie, les enjeux de transition écologique. Il y a des études de 2010, avant, qui parlaient déjà de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de la transition écologique, etc. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qui rend l'IRES indispensable. Très bien. Je vais passer la parole, poser la question à François Omril, que je réveille visiblement. Qui est très proactif, notamment sur les réseaux sociaux, pour dénoncer la pensée unique en termes de recherche. Est-ce que l'IRES est quelque chose d'utile en termes de pluralisme de la pensée ? Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne dormais pas, en fait, parce que j'étais en train de réfléchir à 40 ans, 1982-2022. On voit à quel point la volonté de créer cet institut, donc de recherche en sciences sociales et en sciences économiques, est finalement visionnaire. Parce que, c'est toi qui le dis, la pensée unique qui s'est développée, notamment dans la matière économique, on ne la voit pas trop arriver il y a 40 ans. Et parmi les attendus de la création de l'IRES, en tout cas de l'étude qui avait été demandée, qui a amené à la création de l'IRES, il y avait cette méfiance vis-à-vis des chiffres, et notamment de l'INSEE. Méfiance du politique, mais méfiance qu'on a tous aujourd'hui, que je pourrais même requalifier en disant cette attention à interpréter les chiffres dans un sens suffisamment transparent et consensuel pour pouvoir après générer des actions. Moi, j'ai coutume de dire que les chiffres sont muets et les courbes sont leur langage. On vit aujourd'hui sous l'empire de la statistique. Tout est pourcentage.
Aujourd'hui, on va dans les instituts Eurostat, etc. C'est une multiplication à l'infini de courbes qui finalement ne nous disent rien des phénomènes réels, de ce qui se passe au concret dans l'organisation du travail, dans l'environnement de travail de tous les individus qui ont à subir les conséquences des politiques publiques, mais aussi des différents diktats économiques. Donc on est vraiment, je le crois, je reprends à mon compte tout ce qu'a dit Laurent, bien sûr, sur le caractère indispensable qu'il y ait cet institut de recherche avec le niveau d'exigence suffisant, qui est le niveau d'exigence international en fait, pour pouvoir proposer une interprétation des phénomènes, des chiffres, des mécanismes qui sont à l'œuvre dans une dynamique sociale dans laquelle nous, on se retrouve. C'est une façon finalement de dire que, très exactement comme aujourd'hui, quand on va dans un cours de sciences économiques en première ou deuxième année de fac, suivant qu'on est à Montpellier, à Marseille ou à Paris, on n'a pas les mêmes profs et on n'a pas les mêmes cours, en fait. C'est un peu le problème de la science économique, c'est qu'elle ne fait pas aujourd'hui consensus sur tout un tas de choses. Eh bien, il est normal qu'il y ait, et c'est même plutôt sain, qu'il y ait depuis si longtemps un institut de recherche qui propose de façon ouverte une interprétation, des projections sur des données sur lesquelles nous, on est concernés au premier chef. Je vais me tourner vers Frédéric Marchand sur la question de la nécessité pour les organisations syndicales de réfléchir à ce qu'elles sont et dans l'environnement dans lequel elles évoluent. Vous aviez commandé il y a quelque temps, enfin vous avez commandé une étude sur syndicalisme au tournant du XXIe siècle qui relève de ces interrogations-là. En quoi, effectivement, la recherche peut aider une organisation syndicale comme la vôtre ? Oui, alors peut-être que pour nous qui sommes une organisation du champ de l'éducation, enfin, ce rapport à la recherche est peut-être un petit peu différent. Il est une forme, en quelque part d'évidence pour nous, de par notre lien avec l'enseignement supérieur et la recherche, de par l'attachement qu'on a aussi aux questions de recherche dans la formation de l'ensemble des personnels éducatifs aussi. Donc c'est un regard qu'on a. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de dire à l'interne qu'on doit être une fédération, un syndicalisme qui pense et qui réfléchit son action, et ce qu'on porte, ça doit être documenté, ça doit être réfléchi et pensé. Et on a ça sur les questions, bien sûr, économiques, sociales, enfin, ce que porte l'IRES, mais l'IRES porte aussi, on l'a vu ce matin avec la table ronde, des questions sur le syndicalisme. Et nous, on a fait le choix d'intituler notre dernier congrès « Réinventons le syndicalisme », prenant l'idée qu'on doit se poser des questions dans le contexte social tel qu'il était, dans ce qui se passait. On sortait aussi des gilets jaunes, ça avait été évoqué également. On avait des questions de dégagisme aussi vis-à-vis de l'ensemble des corps intermédiaires. Et donc, pour nous, cette question-là et l'étude qu'on a commandée aussi dans le cadre de l'agence d'objectifs et qui a été menée par notre centre de recherche en partie sur la question de l'avenir du syndicalisme au XXIe siècle, faisait l'état qu'on avait un ressenti qu'on devait en tout cas faire évoluer des choses, c'est-à-dire que le problème du syndicalisme, et c'est un petit peu écho aussi à ce qui a été dit ce matin, il y a certes des causes externes, mais il y a aussi des causes qui nous sont propres, et il faut qu'on regarde nos pratiques, il faut qu'on évolue aussi et qu'on prenne en compte les transitions en cours, la transition numérique, la transition écologique, la transition démocratique, voilà, ce sont des éléments importants, les questions d'organisation aussi interne, de gouvernance, de place des jeunes, de la question de l'engagement, de la place des femmes, ça tombe mal vu la table ronde qu'on est en train de faire, mais voilà, mais ça fait partie aussi des questions importantes aussi qu'on doit se poser et qu'on mène, et donc voilà, on a travaillé en ce sens-là, et l'IRES pour nous est aussi important dans ces allers-retours qu'il permet entre notre propre centre, les chercheurs aussi qui sont ceux de l'IRES et ce qu'on doit porter, des travaux aussi des autres organisations sur ces questions-là, notamment du syndicalisme. Il y a des travaux menés par mes camarades qui sont fort intéressants. D'accord. Cyril Chabagnier, vous évoquiez, enfin, dans la préparation de la table ronde, vous évoquiez la nécessité aussi de sortir de l'urgence. Et l'IRES et la recherche d'une manière générale permet d'avoir pas d'arrêter le temps, mais en tout cas de prendre ce recul. Est-ce que c'est quelque chose qui est central pour votre organisation ? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui ? Oui, d'abord, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. C'est évident qu'il y a presque une contradiction dans les études IRES, puisque ce sont des études des études qu'on commande et dont on a le résultat souvent 2, 3 ans, voire 4 ans après, donc c'est une certaine longueur. Et justement, cette contrainte est parfois
presque cet aspect négatif, nous oblige à rentrer dans la prospective, à nous poser des questions sur des années à venir, arrêter de traiter, et c'est souvent le lot qu'on a à faire malheureusement, y compris dans les négociations gouvernementales, ne pas être tout le temps dans l'urgence, ne pas être dans la réponse immédiate qui nous empêche d'avoir une vision sur du long terme, qui nous empêche de réfléchir aux conséquences à moyen et long terme. Et donc, parfois, c'est subi comme une contrainte, mais en fait, ça nous permet de nous poser, ça nous permet d'anticiper. On a vu que grâce aux études IRES, on a pu à l'avance anticiper, par exemple, toutes les problématiques liées aux travailleurs de plateforme. On peut, dans le cadre de la formation professionnelle, anticiper les reconversions dont Laurent parlait tout à l'heure, suite à la transition écologique ou à la transition numérique. Donc, c'est vraiment important de pouvoir au moment donné se poser, imaginer les grandes problématiques futures, pouvoir les confier à l'IRES pour pouvoir argumenter, pour pouvoir renforcer nos propositions, parfois d'ailleurs pour nous faire évoluer dans nos propositions, parce que ce qu'on peut imaginer dans un début de réflexion sur une thématique, on se rend compte avec ces études que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on avait imaginé, qu'il faut le faire évoluer. Et ça, c'est très important. Et puis, il y a un autre aspect qui me paraît aussi capital, et c'est un des grands enjeux de l'IRES, c'est la partie évaluation. Il n'y a pas un projet, il n'y a pas un accord qu'on signe sans qu'il soit prévu à l'intérieur une évaluation. Dans la plupart du temps, cette évaluation, elle ne se fait pas. C'est bien ça, elle est toujours prévue, elle ne se fait jamais. Et donc là, en l'occurrence, on peut avoir une évaluation par des chercheurs indépendantes qui nous permet aussi de pouvoir corriger certaines mesures, certaines lois. Donc c'est très important pour nous, encore une fois, que ce qui peut être vécu comme une contrainte, en fait, est souvent un grand avantage et nous oblige à être dans la prospective, dans la projection, et à évoluer et à amender nos propositions. Quand on regarde les études de l'IRES, il y a plusieurs types de typologies d'études qui sont commandées. Il y en a des très générales pour nourrir le débat public, d'autres qui sont là pour vraiment appuyer les aspects plus revendicatifs, et d'autres qui sont vraiment sur l'interne, sur la pratique syndicale que vous pratiquez. Dans le cadre du nourrir le débat public, est-ce que c'était votre démarche, Philippe Martinez, quand vous aviez commandé l'étude sur les aides publiques aux entreprises, intitulée Le capitalisme sous perfusion, réalisée par le CLERC. Pourquoi avoir commandé cette étude-là, et quel était votre objectif par rapport à ceci? Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'il y a des études qui nous servent en interne. Il y a une excellente étude sur l'évolution des militantes dans les organisations syndicales. Et c'est vrai que quand on voit la tribune, c'est une étude qui doit nous servir. Dans quelques mois, ça pourrait évoluer, j'ai cru comprendre. Peut-être que dans quelques mois, ça évoluera. Je l'espère, en tout cas. Donc, votre question, je pense que ces études, et celles dont vous parlez, c'est aussi le fait d'avoir, et d'un côté les chercheurs, et d'un côté le mouvement syndical, avec des militants et des militantes dans les entreprises qui savent anticiper un certain nombre de choses. Et l'anticipation, c'est la force, en tout cas ça doit être la force du mouvement syndical, c'est-à-dire de prévoir et de mesurer des choses qui évoluent dans les entreprises et dans les services, et puis de se dire il faut qu'on regarde ça de plus près parce que ça va arriver. Je crois que l'exemple que vous citez est tout à fait éloquent de ce qu'on a pu mesurer à une époque de nombreuses aides aux entreprises qui sont de plus en plus importantes, y compris, on l'a vu avec la Covid, mais au-delà de la Covid, et de savoir ces aides à quoi elles servent. Est-ce qu'elles servent, comme on nous le dit, à préserver l'emploi, à en créer, à développer de nouveaux métiers, ou en tout cas à former sur de nouveaux métiers, à avoir des reconversions, ou est-ce qu'elles aident le capital ? Et on mesure bien, à l'aune de quelques résultats financiers de cette année, que de nombreuses aides publiques, et donc tout ce qui
vient des citoyens, puisque ces aides publiques, c'est nos impôts, eh bien, elles servent en très grande partie à financer le capital, les dividendes aux actionnaires. Elles servent à supprimer des emplois. Dans un sujet d'actualité où on parle beaucoup de l'emploi, le taux d'emploi des seniors, on peut mesurer que dans les très grandes entreprises, les aides publiques ont servi à supprimer des emplois, c'est-à-dire à mettre dehors, alors de façon élégante, hein, mais à mettre dehors les plus de 57 ans et 58 ans. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que cette étude, par exemple, mais il y en a bien d'autres, c'est ce qu'on entend remonter du terrain, comme on dit, mais on nous annonce qu'il y a de l'argent qui arrive, d'où il arrive, et puis on ne sait pas à quoi il sert et où il va. Et donc on a besoin de ce lien, et je pense que c'est ça la force de l'IRES, ce lien entre des chercheurs et le syndicalisme. Mais le syndicalisme, ça ne veut rien dire, si ce n'est les militants et les militantes sur le terrain qui permettent d'anticiper et d'appréhender le moment venu, ou en tout cas à des moments clés, d'avoir des arguments pour porter une contradiction, ou tout du moins poser des questions qui sont souvent sans réponse d'ailleurs. Mais donc cette étude, elle est symbolique du besoin que nous avons dans les entreprises, les militants et les militantes, de sentir les choses, mais d'avoir aussi quelques réponses concrètes sur des questions aussi essentielles. Et on peut anticiper et être dans l'actualité à un moment précis. Je crois qu'on est en plein dedans. Juste par exemple, on parle beaucoup de super profits et d'utilisation des super profits. Eh bien, je crois qu'on est en plein dans l'actualité. Merci. Frédéric Souillot, toujours sur la question d'éclairer un peu les débats. FO a une caractéristique, c'est que commande beaucoup d'études internationales. Quelle est l'origine de ce prisme-là ? Est-ce que c'est l'engagement historique de FO sur les questions de l'OIT, etc. Et est-ce que vous pouvez... Merci Jérôme, et cette veste de costume te va si bien. Je te remercie. Bonjour à toutes et tous. Non mais il fallait que je lui rende. Ça fait plaisir d'être là pour les 40 ans de l'IRES. Sur la comparaison internationale, bien évidemment, avec nos confédérations internationales, on a besoin d'avoir cette comparaison, mais cette comparaison juste. Souvent, les réformes qu'on nous présente ou que l'on nous prépare, on prend des exemples en nous disant c'est mieux chez nos voisins nordiques ou c'est mieux chez nos voisins allemands. Et pour le coup, cette comparaison du dialogue social européen et international avec l'IRES, eh bien, on a une analyse juste, pleine et entière, ce qui nous permet, comme l'ont dit mes prédécesseurs, de pouvoir discuter, négocier et d'ajouter de l'opposition à ce que l'on nous dit. Alors, bien sûr, l'herbe a l'air toujours plus verte ailleurs, mais c'est chez nous qu'elle est la mieux. Et surtout, s'il n'y a pas de réforme des retraites. Bon, ça y est, tu l'as dit. Sur la partie des études qui sont là pour nourrir le corpus revendicatif, là, je vais passer la parole à Cyril Chabagnier. Dans le petit film qui a été présenté ce matin, vous expliquez que ça permet d'affiner, les études permettaient d'affiner les revendications. Est-ce que vous avez des exemples de travaux qui ont effectivement commandé il y a quelque temps, qui ont pu servir lors de négociations ou de concertations ? Oui, plusieurs exemples. On avait, il y a un petit moment maintenant, travaillé sur tout ce qui était santé, financement de la santé, et donc financement de la sécurité sociale, prise en charge de la dépendance. Donc, grande étude autour de ça de l'IRES. Par exemple, cette étude a directement été pour nous impactante et nous a fait faire des propositions dans le cadre des négociations autour du Ségur de la santé. Ça nous a permis aussi de travailler sur la création de la 5e branche de la sécurité sociale. Et donc tous les travaux qui sont aujourd'hui, on est au cœur dedans parce que la dépendance c'est le sujet d'aujourd'hui, je dirais presque le sujet de demain, parce que
on n'a pas encore mis le financement autour. C'est ce sujet de la dépendance, on a pu déjà, grâce à l'IRES, y travailler, être en avance, avoir des propositions, alors qu'on est juste au départ de cette grande réflexion et de cette priorité que doit être le grand âge et la dépendance. Il y avait aussi une autre étude plus interne, entre guillemets, sur la validation des acquis et de l'expérience des syndicalistes, des militants qui ont cette expérience-là. Et on voit aujourd'hui que dans le cadre de la modernisation du paritarisme qu'on peut avoir dans l'agenda social autonome, mais ce qu'on a pu avoir, ce qu'on a pu travailler dans le cadre de l'IRES nous sert concrètement à mener cette négociation, nous sert d'ailleurs aussi dans le cadre éventuellement de négociation d'une nouvelle loi de travail qu'on peut entendre parfois dans des bruits de couloir, de pouvoir donner le ressenti, pouvoir mesurer. Je vous rappelle qu'il y avait cette grande ambition du président qu'il a complètement oublié en cours de route sur professionnaliser les syndicalistes et donc reconnaître leurs compétences, leurs acquis. Toute cette partie-là a été, dans les ordonnances et dans la création des CSE, a été complètement oubliée. Il ne s'est rien fait autour de la validation des acquis et des expériences. Donc ce travail-là nous permet de pouvoir faire des propositions. On a aussi fait une étude sur les services à la personne, par exemple, qui nous a aussi aidé dans ce domaine et vraiment qui a été une bonne base de recherche à la fois pour ce qui est un grand thème du moment, c'est-à-dire la dépendance, mais le sortir du tout EHPAD, parce qu'on sait qu'on réglera que le problème de la dépendance si on arrive à laisser les personnes chez elles, et pour les laisser chez elles, il y a tout un travail à faire autour de ça. Donc, vous voyez, je cite 3-4 exemples, mais vraiment des choses qu'on a, comme disait Philippe tout à l'heure, qu'on a pu anticiper, et parce qu'on les a anticipées, au moment où c'est devenu un sujet d'actualité, on avait déjà des propositions supplémentaires, des compléments, parfois, comme j'ai pu le dire, des analyses légèrement différentes, parfois la prise de conscience de certaines thématiques qu'on pensait importantes, mais peut-être pas autant. Donc clairement, à un moment donné, ça a été plus qu'utile, que ça nous a permis d'être en avance, ou en tout cas à l'heure, au rendez-vous où il fallait être à l'heure. D'accord. En ce qui concerne, certaines études sont très internes. Je pense à des études sur les pratiques syndicales dans le cadre du CSE et autres. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites de ces études-là ? Dans quelle mesure elles peuvent nourrir votre action de formation syndicale ? Là, je passais la parole à Laurent Berger sur la question notamment des ASC. On a vu, vous aviez lancé il y a quelques années une étude là-dessus. Oui, c'est sur les ASC, c'est parce que quand on réfléchit à quelles études on pourrait commander à l'IRES, on se place évidemment dans des sujets qui nous préoccupent. Le mot préoccupé étant sur lesquels on pense il y a un truc, quoi. Il y a quelque chose à creuser, soit parce qu'il y a une évolution qui ne nous convient pas, soit parce que on a besoin de nourrir nos revendications sur le temps de travail, sur d'autres éléments de ce type-là, sur l'aspect économique, les aides aux entreprises, etc. Mais et sur les ASC, très clairement, on ne va pas se raconter d'histoire. Sur les activités sociales et culturelles, je crois que c'est assez partagé. On pourrait en débattre entre nous. On voit bien que la logique je sais pas comment dire, la logique qui serait en gros une logique de permettre du pouvoir d'achat aux salariés sans forcément avoir un angle politique en termes de à quoi on donne accès plutôt, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Nous, on pense que les activités sociales et culturelles, c'est pas du commerce. C'est pas une logique simplement clientéliste pour contenter tel ou tel travailleur. C'est objectivement la chose la plus facile à faire. Mais on voit, et là-dessus, on ne se fera pas de procès entre nous. C'est toutes nos équipes syndicales sont potentiellement tentées de faire des activités sociales et culturelles un outil d'attractivité au détriment du sens, de l'accès à un type de culture, etc., etc. Donc en 2020, nous, on a commandé une étude sur le sujet, qui d'ailleurs ne nous dément pas sur les évolutions dont je parle. Et du coup, elle nourrit, nous, ça nous sert après avec nos équipes d'entreprise
nourrir le sujet. On a dans nos orientations le fait que les ASC soient un outil d'émancipation, d'accès à la culture, d'accès à certains types d'accès aux biens culturels qui ont du sens, etc., avec des logiques de solidarité, comme par exemple se préoccuper aussi dans les ASC des entreprises, de mutualiser par exemple avec des entreprises qui ont moins de moyens, etc. Ce type d'études, clairement, nous après, on fait des temps de travail avec nos élus d'entreprise pour dire voilà le constat qu'on porte, comment on fait, c'est alimenté par une étude IRES qui partait pas de la réflexion des gens qui l'ont porté, mais du lien avec vous. Ça nous interroge comment on fait évoluer ces pratiques. C'est à ça que ça sert. C'est-à-dire que, alors c'est vrai sur les études IRES, on pourrait le dire, c'est vrai parfois sur d'autres éléments. Quand il y a un comité d'évaluation des ordonnances par France Stratégie, ça nous sert. Quand il y a une étude de la DARES sur les difficultés de recrutement, on s'en sert aussi. Mais spécifiquement, on les présente pas toutes, les études, les conclusions d'études, on les présente pas toutes à notre Conseil national. On essaye d'en faire un certain nombre, mais toutes, elles sont restituées d'une manière ou d'une autre aux militants ou aux responsables des sujets concernés. Et pour vous, Philippe Martinez, dans votre pratique de formation syndicale, vous avez un gros centre dans le sud de Paris, à Gif, me semble-t-il. Dans quelle mesure des études peuvent venir nourrir, alimenter les stratégies de formation ? Je pense à la culture émancipatrice, ça c'est typiquement quelque chose que vous aviez commandé il y a quelques années aussi. Alors, je veux vous faire un aveu, je pense qu'elles ne servent pas assez à la plus grande masse des militants. C'est un problème sur lequel on réfléchit pour intégrer plus ces études dans nos formations, alors plutôt des formations spécifiques plutôt que des formations générales, mais y compris comment on peut, ça existe déjà mais pas suffisamment à mon goût, comment on peut croiser avec des chercheurs qui travaillent à l'IRES, les faire intervenir dans nos formations. On le fait dans quelques domaines, mais pas suffisamment. Après, ça peut servir aussi ça sert aussi dans des réunions de direction. Par exemple, une étude qui a été faite sur le lien jeunesse et syndicalisme, puisque je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a un petit souci, pas sur l'engagement des jeunes, mais sur l'engagement des jeunes dans le syndicalisme. Et donc ça, ce sont des études qui nous obligent à revoir un certain nombre de nos pratiques, par exemple dans les démarches de syndicalisation. Voilà, ça c'est utile ponctuellement sur des sujets plus spécifiques, mais je le reconnais et peut-être qu'on a à y réfléchir ensemble, y compris avec l'IRES, comment on rend plus visible ce travail entre chercheurs et militants et militantes auprès du plus grand nombre de syndiqués dans nos organisations. Je pense que c'est un vrai souci. En tout cas, moi, je pense que c'est un vrai souci pour nous. Et j'en profite pour dire, il y a tout un débat sur la notion d'expert. Je ne vise personne dans la salle. On trouve qu'il y a de plus en plus d'experts. On en voit beaucoup à la télé, par exemple, qui sont capables d'être experts en football et le lendemain d'être experts en retraite, par exemple. Oui, à part Laurent Berger, j'en en connais pas qui sont capables de faire ça. Football et retraite. Non, mais sérieusement. Et donc, il y a une forme y compris chez les militants, tu parlais des élus CSE, une forme d'idéalisation de la notion d'expert. Or, il y a besoin de faire connaître le travail qu'on fait au sein de l'IRES parce que c'est une vraie expérience originale de travail commun entre des chercheurs qui ont une expertise et des militants et des militantes syndicales qui ont aussi une expertise dans leur domaine. Et c'est ce croisement d'expertise qui fait la richesse de l'IRES et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans aucun, surtout pas chez McKinsey par exemple. Mais vous voyez. François Mouride, j'aimerais revenir avec vous. Vous allez lancer une recherche-action
en direction de vos militants sur les administrateurs salariés, dans le but d'arriver à une formation le jour où il y aura beaucoup d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration, ce qui n'est pas encore le cas. Vous avez un peu de temps, je pense, mais quelle est la stratégie et pourquoi vous appuyez sur la recherche pour monter cette formation interne? Mais ça, c'est un très bon exemple. Pour faire le lien, notamment, ça a déjà été beaucoup évoqué par Frédéric, sur le côté international des études. Les administrateurs salariés, il y a une réalité en France, il y a une réalité en Hollande, au Danemark, en Suisse, dans tous les pays d'Europe, les réalités sont très différentes. Et c'est assez intéressant d'objecter à ceux, en l'occurrence le patronat et parfois le gouvernement, mais parfois sur certains sujets, c'est un peu la même chose et le même discours, de leur objecter qu'il y a des modèles différents partout et que les modèles fonctionnent. Il y a des endroits aujourd'hui où des entreprises, dès 50 salariés, je crois que c'est en Hollande, il y a des administrateurs salariés. Et nous, on fait la promotion de ce modèle-là parce qu'on considère que dans l'économie d'aujourd'hui, la problématique, elle est dans la gouvernance des entreprises. Ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Le modèle sur lequel on est assis depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, voire même plus longtemps, il consiste dans un tissu économique donné, à avoir finalement une entreprise qui exerce un leadership sur la chaîne de valeur et qui par ailleurs comprime les coûts au maximum pour pouvoir dégager le maximum de bénéfices. Nous, on pense que tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé parce que rien ne se passera si on ne change pas ça. Parce que, d'une certaine façon, quand la seule pression qui s'exerce sur la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire sur la direction générale, elle vient des seuls représentants des actionnaires, eh bien, rien ne changera, absolument rien ne changera, parce que le seul intérêt des actionnaires, c'est de maximiser leurs bénéfices. Et donc de passer par tous les moyens d'évitement qui permettent effectivement de ne pas être stigmatisé par rapport à ça. Mais ça, c'est la réalité. Et donc cette réalité de la gouvernance amène finalement les directions générales d'entreprise à se définir des objectifs, à mettre en œuvre des objectifs qui ne sont pas en rapport avec le principe de développement de l'entreprise. Et nous, on vient dire, écoutez, ça ne peut pas fonctionner. Et finalement, il y a une entité dans l'entreprise qui pour le coup est très concerné par l'avenir et le développement de l'entreprise, ce sont les salariés. Et donc plus vous mettez de salariés au conseil d'administration, plus ils vont être influents sur les objectifs qui sont donnés à la direction de l'entreprise, et mieux ce sera pour l'entreprise, tout simplement. Notre point de vue est un point de vue de bon sens, en tout cas on le pense, même s'il a des implications politiques, et c'est la raison pour laquelle, et je termine, c'est la raison pour laquelle effectivement on a demandé et on travaille ensemble sur ce sujet-là, qui nous paraît être un sujet, pour le coup, assez fondamental. C'est absolument pas un sujet périphérique, c'est un sujet, il y en a d'autres, hein, il y a la question de la comptabilité extra-financière, il y a tout un tas de moyens par lesquels on peut exercer un pouvoir et une pression sur la gouvernance d'entreprise pour essayer de la décaler en termes d'objectifs, mais ce sujet-là en fait partie, et il nous paraît extrêmement important de le faire étudier par des gens dont c'est le métier de travailler sur l'exhaustivité du sujet, et surtout et aussi de faire des comparaisons internationales. D'accord. Frédéric Souillot, pour EFO, vous aussi, vous avez des logiques de formation spécifique à partir de travaux de recherche. Vous avez une table ronde apparemment qui s'organise sur le devoir de vigilance dans les prochains temps. Enfin, comment vous utilisez ces réflexions-là et les différents travaux pour effectivement informer et former vos militants? Alors, je vais faire le même aveu que Philippe Martinez. On s'en sert pas assez et pas assez bien. Tous. Alors, on a commandé tout un tas d'études et d'analyses. Et puis, à terme, on voit qu'on ne les partage pas assez avec la totalité de nos militants, où on attend que ceux-ci nous les demandent. Donc, ce que nous avons décidé de mettre en place à travers un comité spécifique de recherche et tout cela pour nos prochaines études et nos prochaines analyses, c'est qu'on puisse en faire profiter le plus largement possible, y compris lors de tables rondes avec des chercheurs, puisque on a besoin d'une approche sérieuse, pluridisciplinaire et non contestable, alors qu'il y ait débat, comme je l'ai entendu tout à l'heure, sur diagnostic partagé. On peut partager plein de choses. Pour autant,
c'est ce qui génère aussi le débat et ce qui nous permet d'avancer les uns et les autres. Sur les études et toutes celles que nous avons demandées, il y a la temporalité. Parfois, nos militants et nos structures voudraient des études, mais pour les avoir pour le lendemain matin. Et la temporalité fait que il y a plus de temps, mais quand l'étude arrive et revient dans l'organisation, c'est à nous d'anticiper les choses sur comment est-ce qu'on la fait partager. Et je le redis encore, on ne partageait qu'avec ceux qui demandaient. Aujourd'hui, on va partager le plus largement possible, y compris s'en servir lors de nos programmes de formation syndicale et y compris dans nos supports pédagogiques. D'accord. Autre partie sur la place de l'IRES dans les stratégies de recherche de chaque organisation. Je vais me tourner vers Frédéric Marchand, parce que l'UNSA Éduc a une spécificité qui est qu'elle a son propre centre de recherche historique, qu'elle a conservé. La CGT avait ça, mais n'a plus de structure. Enfin, vous, quelle est votre... quelle est la place de l'IRES dans vos réflexions ? Alors déjà, ça me fait sourire d'entendre ce que disent mes prédécesseurs aussi, sous ce que vient de dire Frédéric et ce qu'a dit Philippe tout à l'heure. C'est-à-dire que je vois qu'on partage aussi les réflexions sur l'angle de comment on utilise mieux, à un moment donné, les recherches qu'on commande. Même moi, j'irais plus loin, comment on utilise aussi parfois celles qui sont faites par l'IRES en propre. Enfin voilà, c'est aussi, nous, ça fait partie en tout cas de nos vraies réflexions. Et puis voilà, comment les nôtres, comment on anticipe aussi nos commandes pour ne pas être pris par cette temporalité qui fait que parfois ça arrive bien trop tard par rapport à ce qu'on voudrait et cette immédiateté qui est nécessaire. Et nous, c'est vrai qu'on fait le lien, et c'est bien notre centre qui est aussi l'articulation dans nos liens avec l'IRES. Le délégué général de notre centre de recherche est aussi membre du conseil scientifique, Denis Adam est membre du conseil scientifique de l'IRES également. Et on a essayé, ça fait un petit moment qu'on a anticipé ces réflexions et on a utilisé aussi des recherches et des recherches-actions, notamment sur la question de parcours du militant et de ce que font des militants, comment on valide. J'entendais Cyril parler de la validation des acquis de l'expérience pour les militants syndicaux qui n'avait pas été tellement prise en compte dans les évolutions proposées. Voilà, nous on réfléchit aussi à faire des propositions, être en capacité aussi de proposer des choses en suivant les militants qui sont accompagnés. On a aussi, de par notre spécificité du centre, d'autres liens aussi avec la recherche par le biais du centre et de son conseil d'orientation. Et on contribue, en commandant aussi des recherches à l'IRES, en commandant ailleurs, à avoir ces réflexions et y compris à alimenter aussi nos revendications. Là, on a une étude sur la question du bâti scolaire au regard du prisme du genre, qui nous intéresse sur la construction aussi de nos mandats, pour voir si ce qu'on dit est juste. Et ces éléments-là, on les utilise aussi. On essaye de se dire qu'on va les utiliser en termes de formation. Voilà, on est en réflexion aussi. On a une recherche qui avait été commandée sur les politiques culturelles qu'on essaiera aussi de décliner en termes de formation syndicale. Et après, moi, je partage. C'est-à-dire, pour l'instant, il y a peu de personnes, même quand on la diffuse ou si on ne le fait pas dans un conseil national et on le fait pour certaines, la diffusion qu'on fait des enquêtes reste quand même peu lue, encore plus que peu partagée, c'est-à-dire qu'elle n'est malheureusement peu lue. Donc ça fait partie des éléments, comment est-ce qu'on fait pour valoriser encore mieux les travaux qui sont menés. Et j'oubliais un point, c'est que par le biais de notre centre, on a aussi fait, du part d'une étude, à donner lieu à des formations de personnel au sens large en Guyane sur la question des enfants, de la scolarisation des enfants allophones par exemple, où là ça a carrément donné lieu à plusieurs formations qui ont eu lieu sur le territoire de la Guyane sur ce sujet. Laurent Berger, vous avez lancé il y a quelques années une grande enquête Parlons Travail, qui est un sondage conséquent, mais qui en l'état n'est qu'un sondage. Comment vous avez intégré en fait les chercheurs dans ces travaux-là qui avaient beaucoup fait parler à l'époque? Quand on décide de lancer cette enquête Parlons Travail, je ne sais plus trop en quelle année,
2017-2018, dans l'élaboration, ne serait-ce que on décide d'avoir une démarche scientifique. Pas nous en propre, mais de travailler avec des chercheurs qui vont nous élaborer et nous aider à élaborer le questionnaire, etc. Et après, l'exploitation, elle se fait aussi, mais elle se fait encore. Hein, c'est nous, toutes les données, il y a encore des chercheurs qui sont en train de travailler sur les données sous un angle spécifique à partir de ce qu'a produit cette enquête. Hein. Cette enquête, c'est 240 000 personnes, je crois, à peu près, qui ont répondu à 150 questions, sous des angles avec des croisements multiples et variés. L'IRES, c'est une institution fondamentale, j'y reviendrai, y compris sur sa forme. Je crois que le monde syndical, dans son ensemble, il se doit de s'appuyer sur la recherche académique. En tout cas, de travailler avec le monde intellectuel. C'est une vieille tradition chez nous qui a été fluctuante, sur laquelle on est largement revenu. Et pas pour se faire confronter deux réalités qui ne se parleraient pas, mais se nourrir mutuellement. Et à travers cette enquête, on en a fait une récemment aussi sur Parlons Engagement qu'on a rendu public au moment du congrès, qui pose des problématiques dont parlait Philippe, entre autres. Hein, c'est l'engagement syndical des jeunes, l'engagement syndical des salariés des petites entreprises, et l'engagement en général, pas que syndical d'ailleurs, de tout un tas de citoyens. On s'appuie évidemment, là, on a travaillé par exemple sur Parlons Engagement avec Cécile Guillaume, avec qui on avait déjà travaillé dans le cadre de l'IRES sur la question des valeurs de nos militants, de la place des femmes dans la CFDT, etc. etc. Donc, moi, je crois que de plus en plus, c'est cette interaction-là, ce nœud-là, au bon sens du terme, nœud, hein, ce croisement-là, qu'il faut cultiver en permanence. Et le faire avec l'idée que plus on est un peu costaud dans l'analyse du regard qu'on porte, dans l'analyse de la réalité, pas telle qu'on la voit, mais telle qu'elle est, plus on est costaud et plus on se confronte à... C'est exigeant, hein, parce que des fois, y compris quand on fait des études commanditées par nos organisations respectives, en tout cas ça nous arrive, les conclusions des fois nous grattent, quoi. Mais si on n'accepte pas d'être un peu gratté par des chercheurs, vaut mieux dans ce cas rester dans sa coquille et faire ce qu'on pense juste utile nous-mêmes. Donc je crois que ça sert à faire grandir une organisation, à faire grandir des responsables aussi et des militants. Donc, vous savez, quand vous arrivez à la commission exécutive de la CFDT, à un moment donné, on vous dit est-ce que tu as des idées de recherche qui pourraient être faites dans le cadre de l'IRES ? Première fois qu'on vous pose cette question-là, c'est rare, la génération spontanée qui vous répond 3 études. Mais après, en se frottant aux dossiers qui sont les nôtres, en fait, le moment où on décide des 3 études annuelles, les 3 études qu'on va lancer, qu'on va demander, qu'on va commander, c'est plutôt un moment de conflictualité saine, mais de conflictualité quand même entre ceux qui pourraient plutôt vouloir tel sujet et tel sujet. Moi, je crois, nous, le choix qu'on a fait à CFDT, c'est vaut mieux faire moins et mieux. Parce que ce qui est fondamental, c'est qu'il n'y a pas simplement le rendu. C'est qu'il faut un suivi tout au long de l'étude, tout au long du travail, qui nécessite un peu d'investissement. Et donc du secrétaire national qui suit le sujet, mais aussi des secrétaires confédéraux chez nous qui suivent le sujet. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, je te commande un truc, rendez-vous dans 3 ans, et on verra bien. Nous, on aime bien cette interaction tout au long du sujet qui, même si on n'a pas l'objet final, évidemment, immédiatement, nous nourrit notre action, notre réflexion tout au long de ce processus-là. Cyril Chabagnier, certains peuvent se poser la question de l'intérêt d'avoir une étude d'IRES sur des sujets qui sont déjà traités par ailleurs. Je peux traiter, typiquement, on parlait tout à l'heure, a été mentionné tout à l'heure le comité d'évaluation des ordonnances et la partie CSE. Est-ce que c'est pas redondant de travailler avec l'IRES, ou est-ce que l'IRES a effectivement une utilité dans ce cadre-là, la recherche syndicale a une utilité dans ce cadre-là? Alors c'est vrai qu'il y a parfois des études qui pourraient paraître redondantes, mais je ne le pense pas. Les études IRES sont complémentaires avec d'autres études que peuvent faire la DARES ou France Stratégie, parce que premièrement, c'est généralement pas pris sous le même angle, et donc ça permet d'avoir justement une autre vision, et d'avoir une autre vision, ça permet souvent d'avoir d'autres observations, donc d'autres propositions et parfois d'autres conclusions. Et ça, c'est assez intéressant. Et puis,
rien que le fait que ce soit pris sous le prisme syndical, c'est aussi une autre façon de voir les choses. Donc, la plupart du temps, les études ne sont pas opposables les unes aux autres. Elles sont vraiment complémentaires. Je dirais même qu'elles le permettent parfois de se corriger les unes les autres. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas pris le même angle, parce qu'on n'a pas mis l'accent tout à fait sur la même chose et sur la même priorité, on arrive à peut-être sur une étude qui va être faite ou une évaluation de France Stratégie ou de la DARES, on va peut-être y voir dedans un sujet qui nous paraissait intéressant mais qui n'a pas été creusé plus que ça parce que ce n'était pas le cœur même de l'étude. Or, dans une étude que nous on va mener au travers de l'IRES, ce point qui était peut-être intéressant mais pas assez creusé va être creusé par une autre étude et donc on va se retrouver dans une complémentarité ou avec en cumulant 2-3 études différentes, on va pouvoir avoir une vision complète du champ du sujet qu'on a traité. Et puis, parfois c'est complémentaire, mais parfois l'objet final fait qu'on arrive à des propositions qui sont aussi très différentes. Parce que d'abord, les constats ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, les propositions qu'on peut faire, parce que c'est ça aussi tout l'intérêt de l'étude, c'est que ça nous donne des pistes de réflexion et donc des pistes de proposition où on se rend compte qu'avec un constat qui n'est pas tout à fait le même, on a des propositions qui peuvent être extrêmement différentes, à différentes ampleurs. Et donc, moi, j'y vois pas d'opposition. J'y vois une complémentarité et parfois même une correction de certaines choses qu'on a pu avoir par ailleurs. D'accord. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette table ronde sur comment les organisations syndicales peuvent piloter un institut de recherche, enfin, comment ça fonctionne. Première question un peu générale à François Omril. C'est quoi un bon mandat d'un CFE-CGC en tant qu'administrateur de l'IRES? Quels sont les... que doit-il ou que doit-elle faire? Réponse très simple. La recherche, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez bien codifié. Pour faire de la recherche, c'est un peu comme le sport au niveau international. C'est le haut niveau, rien. Ça veut dire faire de la bibliographie. Ça veut dire être encadré et évalué par ses pairs. Ça veut dire publier, voilà, se soumettre à la controverse, au débat et tout ça. C'est ça la recherche. Donc, quand on est membre d'un conseil d'administration d'un institut de ce type, finalement, quel est le mandat ? Le mandat, c'est que les chercheurs ils aient les moyens et la liberté pour travailler. Voilà. Protéger l'environnement autour des chercheurs de façon à ce qu'ils aient les moyens, parce que là encore, je veux le redire, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise recherche, il y a de la recherche qui a des moyens et de la recherche qui n'en a pas. Et donc, dès l'instant que, pour le coup, on a bien compris, tous au point où on en est rendu de ce colloque et de cette table ronde, que l'IRES pèse d'un point politique important dans nos débats, dans la mesure où c'est une source d'autorité par rapport aux différentes études qui sont faites, c'est une source d'autorité supplémentaires pour les organisations syndicales qui vont se baser sur les résultats de ce travail-là. Aujourd'hui, on voit bien dans les différentes controverses que l'on a avec soit le patronat, soit le gouvernement, on est toujours fixé sur des questions d'autorité. On n'a pas la même interprétation des faits et des chiffres et tout le monde discute de savoir qui c'est qui a raison. Donc là, pour le coup, c'est quand même une référence importante de pouvoir se baser sur de la recherche académique qui, par ailleurs, a produit du résultat opposable. J'observe par exemple que sur le sujet de l'assurance chômage et de la dernière réforme, il n'y a que des données académiques très confirmées qui disent que la dégressivité ne fonctionne pas, et pourtant on l'a fait quand même. Donc il semblerait que même cette autorité-là, qui est incontestable, elle a du mal quand même à s'imposer. Mais pour moi, le mandat de l'administrateur, c'est clair, travailler à ce qu'il y ait les moyens pour que les chercheurs travaillent correctement, et puis travailler à ce qu'ils puissent produire les résultats qu'on attend d'eux, en toute indépendance et donc en toute liberté. Je crois qu'au-delà de ça, vous pouvez avoir encore après différentes diversifications de ce mandat-là, par rapport à la complexité de l'organisation, mais fondamentalement, c'est quand même bien ça.
Laurent Berger, l'IRES a une spécificité aussi, c'est que c'est financé sur fonds publics notamment. Donc, est-ce qu'il y a une responsabilité particulière ? Bah oui, ça donne. D'abord, il faut le dire, financé sur fonds publics. Moi, le président de la Confédération européenne des syndicats, je peux le dire quand même. C'est pas dans chaque pays. On peut demander à nos camarades hongrois. Il n'y a pas d'agences de recherche qui sont financées par le gouvernement hongrois. En Pologne non plus, ou alors ce sera très orienté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est une spécificité, mais qui n'est pas une spécificité neutre. Et donc, ça exige quoi ? Ça exige de la qualité, de la transparence, une bonne gouvernance. Et donc, pour reprendre la question que vous posiez à François, c'est quoi pour la CFDT dans son rôle de gouvernance de l'IRES ? C'est une gouvernance exemplaire en termes de qualité et de transparence de l'agence d'objectifs. Je crois que c'est fondamental. C'est parce que on peut pas demander à ce que l'argent public versé aux entreprises, il y ait de la conditionnalité en termes de ce que ça produit, et pas s'appliquer la même chose à nous-mêmes. Ce ne serait pas crédible. Et le deuxième point, c'est l'exigence des qualités que commande la CFDT. C'est ce qu'on demande à nos représentants à l'IRES. C'est la qualité des études qui sont CFDT, pour répondre à cette mission initiale de l'IRES dont on parle depuis tout à l'heure, qui est éclairer le débat public, alimenter la réflexion et l'action syndicale, et puis contribuer, je crois, à anticiper les évolutions fortes qui sont celles de l'économie, du monde économique et du monde social dans les années à venir. Donc, moi, je pense que plus on applique ces principes-là, plus on consolide l'IRES. Dans le rapport Daul de 2013 ou 2014, je me souviens plus, est repris dans le rapport Daul préconisait la création d'une commission scientifique au sein même de l'IRES. Elle a été mise en œuvre. Comment ça fonctionne, Frédéric Souillot? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Est-ce que c'est satisfaisant aujourd'hui? Mais oui, je vais lui dire. Oui, le conseil scientifique. Alors, le rapport Daul voulait de la clarification sur les études et les analyses réalisées. Le conseil scientifique aujourd'hui permet d'avoir un prévisionnel des analyses et des études dans l'année pour que on ne se monte pas sur les pieds sur certaines études ou certaines analyses, ou que l'on les ait déjà réalisées dans les années précédentes. Et puis, ça s'intègre bien dans l'axe des travaux de l'IRES. Chercheurs, conseils scientifiques. Et puis, ça permet de donner, puisque certains avaient besoin de clarté et de justification sur ce qu'était l'IRES et les contributions qu'elle faisait, mais c'était lié aussi au financement public. Donc, les administrateurs et la gouvernance de l'IRES, la mise en place de ce conseil scientifique, je ne veux pas dire que ce soit la meilleure des choses qui a été faite ces dernières années, mais c'était une très bonne chose pour l'IRES et pour le reste. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur le sujet? Et pour moi, cela. Oui, merci. Tu as parfaitement répondu. Se pose la question des moyens qui a été abordée à plusieurs reprises aujourd'hui. D'abord, les moyens humains. Jean-Paul Guyot, tout à l'heure, disait que les mises à disposition, a rappelé que les mises à disposition avaient largement chuté ces dernières années. Est-ce que ça constitue un risque pour vous, Frédéric Marchand? Quel point de vue vous avez là-dessus? Est-ce que vous demandez effectivement à l'État de relancer?
Oui, c'est intéressant. Enfin, ce qu'a dit Jean-Paul Guillot tout à l'heure, dans le rapport qui a été fait, montre bien que cette perte de moyens, c'est quand même un des vrais sujets qui est problématique. Enfin, d'ailleurs, c'était une des demandes du rapport précédent, c'était qu'on avance sur cette question-là, et on a fait le contraire. Enfin, voilà. En tout cas, on n'est pas revenu, on n'a pas redonné les moyens. On sait très bien que si à un moment donné, on est en manque de moyens, comment on fait pour se préoccuper de nouveaux sujets qui sont sans doute indispensables. Enfin, je pense en particulier, je crois qu'on rentre beaucoup dans les travaux liés à la transition écologique, mais à un moment, la question écologie et syndicalisme, quel syndicalisme dans un monde en transition écologique, etc., ce serait sans doute des travaux à mener importants, enfin, qu'on a commencé, mais il faudrait pouvoir. Ce matin, Antoine Matt montrait tout ce qui avait été fait sur un certain nombre de sujets. Voilà, il y en a qu'on délaisse un peu plus en ce moment, mais voilà, donc si on veut pouvoir continuer à agir sur ça et pas être sur une forme d'assèchement à un moment donné, il faut se donner les moyens et donner les moyens au centre en propre aussi de pouvoir vraiment contribuer. Et je regarde M. Fraissinet qui est là aussi sur ce moment-là, qui parlait ce matin des allers-retours nécessaires entre la recherche, le syndicalisme, etc. Mais ça demande pour ça de pouvoir avoir aussi les moyens renforcés pour nous, moyens humains notamment, sur le centre de recherche propre de l'IRES. Et aussi sur l'oxygénation des pairs qui discutent et qui peuvent faire émerger la recherche fonctionne aussi sur ces principes-là, non ? Oui, on le voit nous dans d'autres domaines, et en plus en particulier en étant très fortement impliqué sur le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche aussi. On sait, ce qui est l'importance à un moment donné de pouvoir avoir du dialogue aussi entre l'IRES et d'autres structures, autour qui est importante. Il est fait. Faut pas croire qu'il n'y a pas du tout d'échange entre ce qui est produit par d'autres et même parfois des collaborations importantes. Mais on sait qu'il y a besoin. Si on n'a pas les moyens, à un moment donné, on fait des choix, et ces choix-là, ils peuvent faire que on se referme un petit peu et on se recentre sur certaines activités, et on manque un peu de rayonnement qui nous serait utile pour continuer à faire vivre cette spécificité. Laurent Leberger le disait, cette spécificité aussi, en tout cas qui n'est pas partout en Europe aussi, qui est l'IRES et qui vit avec un financement public et qui nous apporte sur le lien entre le syndicalisme et la recherche académique. Sur la même question, sur les moyens humains, François Omril, vous qui avez fait un peu de recherche dans votre jeunesse, me semble-t-il. Oui. Quel est votre point de vue, effectivement, sur la difficulté que pourrait rencontrer l'IRES si elle n'est pas suffisamment alimentée de nouveaux chercheurs de passage, de nouvelles réflexions, de nouvelles ouvertures? La phrase la plus débile que je connaisse sur la recherche, qui est souvent proférée par les gens qui n'y connaissent rien, c'est des chercheurs qui trouvent, on en cherche, etc. Ça n'a aucun sens. Le résultat de la recherche est directement proportionnel aux moyens qu'on y met. Voilà, c'est pas compliqué. Si dans un labo il y a 10 chercheurs, il y a 2 fois plus de résultats quand il y en a 5. Dès l'instant qu'on a respecté, bien sûr, les canons d'encadrement de la qualité de la recherche. Parce que là encore, je le répète, il n'y a pas de petite, il n'y a qu'une seule typologie de recherche, c'est la recherche de haut niveau. Voilà, c'est comme le sport, c'est pareil. Donc, partant de là, on voit bien que le sujet qui est devant nous est un sujet politique. Moi, j'entends bien et je partage tout ce qui a été dit sur la question du financement public. Mais que je sache, d'une façon générale, la recherche publique, de toute façon en France, elle est sous l'empire d'un financement public. Au passage, un financement très déficient, puisque s'agissant de la recherche en général, la recherche publique, le niveau c'est 2,2% du PIB, là où l'objectif européen il est de 3% depuis 20 ans, donc on est sacrément en retard, et où l'Allemagne est à 3,5 et la Corée du Sud à 4,5. Donc ça pose question, c'est pas faute de l'avoir répété depuis des années, visiblement, c'est pas un sujet. Le plus important, c'est de donner de l'argent aux entreprises, mais pas de donner de l'argent aux chercheurs. Donc moi, je veux replacer cette perspective qui touche le reste, justement, dans un cadre politique général, c'est que le financement est un moyen politique d'agir ou pas pour générer, s'agissant de la recherche économique et en sciences sociales,
pour générer finalement un point de vue, une analyse qui se découpe de la pensée unique. La problématique, c'est ce qui était dit en tout début de notre colloque, la problématique, c'est que les politiques publiques, et notamment en France, se développent encore aujourd'hui sous l'empire d'une influence extraordinairement prédominante de ce qu'on appelle la pensée dominante néolibérale, la pensée unique, pardon. La pensée selon laquelle le ruissellement ça marche, etc. Rien ne marche de tout ça. Et donc, effectivement, si il n'y a pas une indépendance forte et une affirmation forte de la part des pouvoirs publics, que de considérer qu'il est nécessaire de financer aux moyens suffisants des instituts de recherche de ce type pour justement générer les moyens d'analyse et de réflexion qui vont venir d'une certaine façon en déconstruction de la pensée unique, ça veut dire qu'il y a un parti pris politique. Et c'est pour ça que pour nous, c'est extrêmement important de défendre cela et de défendre l'IRES, qui, indépendamment de tout ce qu'on pourrait, qui je crois d'ailleurs a été évoqué, de tout ce qu'on pourrait penser pour améliorer le dispositif, pour le rendre plus performant, plus indépendant, travailler, comme ça a été évoqué, sur les différents programmes, leur complémentarité, le rendu peut-être un petit peu plus rapide, etc. Tous ces sujets-là font partie de l'agenda qui nous incombe d'une certaine façon pour rendre de plus en plus brillant cet institut. Mais il reste pas moins que la question budgétaire, elle est la question centrale. Si les conclusions gênent un certain nombre de personnes, ils vont avoir tendance, s'ils sont un peu plus proches du pouvoir qui en décide, ils vont avoir tendance à diminuer un petit peu les moyens. On le connaît bien, c'est le jeu. Philippe Martinez, je crois que vous vouliez réagir sur le sujet. Oui, j'ai fait moins de recherches que François Omril, mais j'ai quand même un avis sur la question. On est au cœur du problème. C'est vrai que la recherche en général en France est très mal menée. Alors je ne connaissais pas les statistiques en Corée du Sud, mais enfin en France la recherche est très mal menée. Et du fait de l'originalité de l'IRES, face à des gens de pouvoir qui n'ont aucune idée, en tout cas ferment les yeux sur l'utilité du syndicalisme. On peut avoir le mot, la formule dialogue social et concertation à longueur de journée. C'est pas pour ça qu'on sait ce que ça veut dire et qu'on partage l'idée qu'il y a besoin de cette originalité que constitue l'IRES. Et donc, à partir de là, on coupe les moyens, alors sous des formes parfois subtiles, parfois pas subtiles. Mais comment et là, parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est on dit aux organisations syndicales, vous touchez de l'argent. Pas dans des valises ou quoi que ce soit, c'est transparent, mais il y a des fonds dédiés à la formation, etc. Et débrouillez-vous avec ça, vous en touchez suffisamment pour donner plus de moyens à l'IRES. En tout cas, débrouillez-vous avec ce que vous avez, même si vous en avez toujours moins. C'est un vrai problème, cette méconnaissance ou ce refus de voir les organisations syndicales avec des chercheurs avoir une parole un peu, je le disais tout à l'heure, un peu différente, ou en tout cas que ce qu'on peut entendre ou lire dans bon nombre d'analyses. Et c'est absolument, il y a besoin d'ailleurs on a déjà écrit ensemble au gouvernement et à ses représentants sur le besoin de plus de moyens, c'est-à-dire plus de moyens financiers, plus de chercheurs pour pouvoir continuer à travailler. Et on est dans un paradoxe. On parlait, le président de la République et le gouvernement n'ont que le mot réduction des dépenses publiques à la bouche. Mais j'en parlais tout à l'heure. Quand on voit le volume d'argent, même si on ne sait pas tout, donné à des cabinets soi-disant hyper compétents, etc., dont l'utilité des rapports de ces cabinets reste pour le moins obscure. Je ne sais pas s'ils forment leurs militants, eux, avec McKinsey, mais en tout cas, pour le moins qu'on puisse dire. Donc il y a ce paradoxe-là, qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dépensé sur des rapports, des cabinets conseils, etc., qui ne servent qu'à quelques-uns pour appliquer leur politique, et avec l'IRES, qui est, de notre point de vue, je pense, d'utilité publique, d'intérêt public,
eh bien, on nous dit débrouillez-vous, faites avec ce que vous avez, et puis si vous n'y arrivez pas, tant pis pour vous. Je pense que c'est un vrai sujet démocratique, c'est un vrai sujet, c'est essentiel pour la démocratie dans ce pays, et notamment la démocratie sociale. Quels outils tu le disais, Laurent, ça fait partie des originalités de la France, et elle a beaucoup d'originalités en matière d'information, d'éléments de connaissances pour les représentants des salariés. Mais petit à petit, eh bien, on nous dit ça coûte trop cher, on nous dit il en faut moins, et bien on va se retrouver avec, parce que ce qui arrive déjà aujourd'hui, de moins en moins de moyens pour avoir, j'allais dire, une parole différente, mais une parole différente, non pas une parole partisane, mais une parole co-construite, comme le fait l'IRES, entre des chercheurs, le scientifique et le militant ou la militante. Et cette originalité-là, elle a pas un coût, c'est un investissement et il faut que les moyens soient là. Frédéric Souillot, sur les moyens, quel est votre sentiment et point de vue ? Je partage les mêmes que mes prédécesseurs sur le sujet. Quand en 2016 déjà, on avait déjà tous écrit les numéros 1 pour expliquer qu'il fallait maintenir les moyens et que nous souhaitions garder l'IRES. C'est un choix politique de mettre les moyens. Oui, c'est ton téléphone, François. On l'appelle. C'est un choix politique de mettre les moyens pour cet institut qui travaille avec les organisations syndicales. Alors, bien évidemment, on a essayé de globaliser en disant vous touchez de l'argent public au titre du Fonds de financement paritaire national sur la formation économique, sociale et syndicale. Mais ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. On parle de plus de dialogue social. Alors le terme, après, on le partage pas. On parle de fusion des instances de représentation du personnel, où là, on doit avoir de super élus qui doivent faire de l'économie, du social, des activités sociales et culturelles, de la sécurité, des conditions de travail et tout cela. On a un institut de recherche qui nous aide, qui nous tire vers le haut. C'est ce qu'on appelait au départ de l'éducation ouvrière. C'est simplement ça. Et les moyens, si on nous les réduit, c'est un choix de société. Sur la question des moyens, peut aussi se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas mutualiser des moyens sur des études communes, sur des problématiques communes. Je pense des questions de... Vous avez tous des problèmes de syndicalisation, me semble-t-il. C'est à peu près en commun. Est-ce que vous pourriez réfléchir ensemble à... effectivement, mettre en commun. Il y a eu des exemples par le passé d'études à plusieurs organisations. Frédéric Marchand, qu'est-ce que vous pensez de cette question de la mutualisation ? La mutualisation, vous le disiez, il y a déjà eu une étude sur le syndicalisme à un moment donné sur cette question-là qu'on avait fait ensemble, qui est intéressante, et je pense que ça peut être des choses qui peuvent se reproduire. Et après, mais je veux dire, il ne faut pas vouloir forcément mutualiser. On a dit aussi, je pense que dans tout ce qu'on portait tout à l'heure, c'était aussi, on utilisait les commandes qu'on passait à l'agence d'objectifs pour réfléchir en propre à nos actions, et tout ça dans un but d'améliorer aussi notre positionnement, la question du dialogue social qu'on porte et qui fait la richesse et la spécificité de ce qu'on est parfois, et avec ce prisme-là. Donc je pense qu'il faut conjuguer, il faut le regarder. Moi, je pense qu'il peut y avoir effectivement, il faudrait qu'on en parle, des travaux à refaire et peut-être sur certains sujets à reporter en commun. Voilà. Après, on voit aussi que les travaux menés par les uns et les autres,
moi, je citais tout à l'heure d'autres travaux sur la question du syndicalisme que Philippe a apporté, les jeunes et le syndicalisme. Nous on les a utilisés, parce que ils ont un prisme, ils avaient des demandes qui étaient celles-ci, mais nous, elles nous intéressaient aussi dans l'évolution. Donc je pense qu'on a à travailler, mais avant tout, nous, il y a à renforcer aussi l'articulation entre ce qui est fait par l'IRES, peut-être à articuler aussi mieux nos recherches et celles qu'on porte dans le moment où elles sont commandées. On a des choses qu'on peut travailler. Mutualiser l'ensemble, non. Mutualiser parfois sur certains thèmes, travailler ensemble, pourquoi pas, ça avait eu du sens par le passé. Et dans une certaine mesure, le centre de recherche aussi est une forme de mutualisation, j'imagine. Le centre de recherche, autant l'agence d'objectifs est quelque chose de très... oui, mais sur la place, la place, mais oui, l'agence d'objectifs, on peut faire. Le centre, par rapport à ça, peut lui aussi, en lien, en articulation. Mais après, il y a aussi l'indépendance aussi, à un moment donné, du chercheur. Qu'il ne faut pas nier par rapport à ça. Mais dans les discussions et en lien avec le bureau aussi de l'IRES, il y a des possibilités de travaux menés qui concernent l'ensemble du champ, mais ce qui est déjà en partie... Nous, on utilise aussi déjà aujourd'hui des travaux menés directement par l'IRES. Peut-être qu'il y a une vision d'ensemble de ce qui est fait par l'IRES, par les agences d'objectifs à améliorer, à avoir, qui pourrait nous renforcer aussi et donner à voir à nos interlocuteurs l'intérêt des travaux menés. Laurent Berger. Moi, d'abord, l'IRES, c'est pas seulement l'agence d'objectifs, tu as eu raison, Frédéric, de le dire. Et notamment tout ce qui est revue internationale, le regard sur l'international est extrêmement bénéfique, je crois, à chacune des organisations qui peut s'en saisir. Et en tout cas, c'est mon cas et c'est notre cas. Le sujet, c'est pas des coups de balancier radicaux. Moi, je serais plutôt favorable, je le dis, à ce qu'il y ait une forme de mutualisation sur un certain nombre de sujets. Ce qui nous touche, c'est un sujet dont on parle souvent avec Philippe. C'est sur les évolutions du travail, par exemple. Des tendances de fond qui sont en train de se faire, qu'on perçoit tous dans nos organisations, qu'on puisse, à des moments donnés, sans que ça nous empêche, dans l'agence d'objectifs, d'avoir des études en propre, qu'on puisse avoir un travail commun qui initierait potentiellement, y compris après, des positionnements communs. C'est pas... on pourrait s'en servir plus... Ça ferait une utilisation parfois peut-être plus efficace au service du syndicalisme qu'aujourd'hui de l'IRES. Je mets ça, je sais bien que je ne vais pas du tout faire l'éléphant dans le magasin de porcelaine, mais clairement, c'est les études de l'IRES, il ne faut pas que ce soit... moi j'entends, si tu mets 10 chercheurs, ils te font plus que 5. Quand tu fais 6 organisations, je ne suis pas sûr que ça fait plus efficace que certaines organisations qui sont 2 ou 3 en Europe, dans certains pays, quoi. Et donc, ce sujet-là, il est quand même posé que est-ce que l'IRES ne peut pas être sur une petite partie? Alors, bien sûr, après, il faut parler mutualisation, et là, tout de suite, ça devient plus compliqué, mais sur une petite partie du champ qui est le nôtre, un travail qui pourrait faire qu'il soit un peu commun. Alors, franchement, on l'a fait. Nous, on l'a fait. Je ne sais pas si on l'a fait avec d'autres. Moi, je dis banco. Hein. C'est pas moi qui ai posé la question, c'est lui. Hein. Non, mais moi aussi, je dis banco, je suis d'accord. Hein. Plus il y a de thématiques qu'on va traiter en commun, de toute façon, nous, on est, d'une manière assez générale, notamment dans le débat actuel, posé sur des sujets qui sont par nature complexes, qui font intervenir aussi le débat public et sur lesquels on peut très bien formuler notre demande en commun. Moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. J'ai en tête un exemple, puisque, Laurent, tu as eu raison de le faire. Tu as parlé des études sur le travail et son évolution. Il y a quelque chose qui a été fait il y a quelques années sur l'aspiration d'une certaine génération au travail indépendant, ce retrait du salariat qu'on évoquait à une certaine époque. Et pour le coup, c'est un sujet sur lequel on est tous concernés, et à peu près au même niveau. Et c'était d'ailleurs assez intéressant de voir que les conclusions de l'époque, de l'étude, indiquaient que finalement, il n'y avait pas tellement dans
ce phénomène de société qui commençait à prendre corps. Il n'y avait pas tellement de rejet du salariat, c'était plutôt un manque d'attirance à rentrer dans des entreprises qui n'avaient pas d'offre de travail en lien avec les aspirations d'une certaine génération. C'était une certaine forme de préfiguration de ce qu'on appelle dans certains pays la grande démission ou des sujets comme ça. Donc là, moi, je crois que, de mon point de vue, il n'y a pas de désaccord, ou bien au contraire, sur la nécessité, sur tout un tas de sujets, à pouvoir formuler la demande en commun. Je crois que tout le monde en sera bénéficiaire. Philippe Martinez. Oui, il y a dans certains pays moins de syndicats qui ont plus de moyens sur leurs instituts de recherche, etc., par leur gouvernement. Il y a deux problèmes différents. La mutualisation ne peut pas justifier moins de moyens. On n'est pas dans une logique d'économie, à mon avis, de réduction des dépenses comme le site. Mutualisation, moi je suis d'accord. Chaque fois qu'on essaye de bosser ensemble ou qu'on bosse ensemble, on est beaucoup plus efficace, les organisations syndicales. Donc pourquoi pas, sur des questions qui nous traversent. Vous avez cité le lien jeunesse et syndicalisme. S'il y en a un qui est meilleur que l'autre, qu'ils le disent, on ira voir comment il fait, mais je ne crois pas. Oui, mais mutualisation, c'est pas moins de moyens. Mutualisation, c'est pour être plus efficace, pour y compris croiser des expériences, parce que les expériences des uns peuvent servir aux autres. Ceci dit, il faut plus de moyens, parce que mutualisation avec moins de chercheurs, ça aura les mêmes conséquences. Et donc, mutualisation pour permettre de travailler spécifiquement les uns et les autres sur des sujets sur lesquels nous interpellent des militants, des dirigeants. Mais attention, parce que je ne vise pas l'excellent journaliste qui est en face de nous, mais moi quand j'entends parler de mutualisation de la bouche de certains qu'on croise de temps en temps au gouvernement, c'est apprenez à faire plus avec moins. Donc c'est pas ça, mutualisation. Frédéric Souillot et ensuite Cyril Béchamier. Je ne pensais pas toucher un point aussi sensible, mais... Tu le savais. Bon, sur mutualisation, travail en commun, on le fait de mieux en mieux depuis quelques mois. Mais on ne fait pas de recherche, là. La mutualisation ne doit pas être une baisse des moyens. Mais si on a des analyses ou des études communes, on en discute. On regarde comment on peut le faire. Mais il ne faut pas que ça enlève de l'autonomie aux organisations syndicales sur leurs propres demandes. Alors qu'on mutualise, mais pas avec une réduction de moyens, bien évidemment. Et on arrive à mutualiser bien en intersyndical depuis quelques mois. Cyril Chevalier. Je vais juste te dire, excuse-moi Cyril, j'ai jamais parlé de réduction de moyens. Je pense même que ça nous aiderait à en réclamer quand on fait des courriers communs pour réclamer plus de moyens pour l'IRES ou pas de réduction des moyens, ça nous aiderait à justifier d'en demander plus. Non mais comme tu l'as dit, c'est pas toi qui as posé la question, Laurent. Cyril Chevalier, pour conclure, ensuite on passera à la dernière séquence que certains ont des obligations à moins le quart. Voilà. Oui, du coup, bonne question. Bon débat. Je vois que Laurent a vite précisé sur mutualisation, parce que Philippe avait raison sur le sens. Nous, on comprend mutualisation comme performance supplémentaire et sûrement pour le fait d'avoir des moyens supplémentaires. Et parfois, ça peut nous aider, comme vient de le dire Laurent, d'avoir, en tout cas, de demander conjointement des moyens supplémentaires pour une étude commune. Mais malheureusement, et c'est là où je rejoins Philippe, dans la plupart du temps, des cas où on parle de mutualisation, on est rarement sur du plus. On est souvent à l'arrivée sur du moins. Donc, il faut être très vigilant. Après... mes collègues ont dit banco sur la mutualisation. Moi, je suis désolé, mais c'est demi-banco. Demi-banco, parce que autant il y a quelques sujets sur lesquels ça pourrait être intéressant de mutualiser, de travailler ensemble. Laurent en a cité un, par exemple, sur le sens du travail, tous les bouleversements qu'il y a pu y avoir ces dernières années, en plus augmentés par la crise de la Covid. Donc ça, c'est utile.
Mais après, on a des études qui sont spécifiques à chacune de nos organisations. Premièrement, parce que on ne met pas les mêmes priorités toujours aux mêmes endroits, et ça, c'est aussi ce qui fait notre spécificité. Parce que dans la façon dont on commande l'étude, ou même dans presque le titre de l'étude, il y a une orientation aussi qui est propre à notre histoire, à notre vision du sujet. Parce que une étude commandée par une organisation syndicale, par des chercheurs, en collaboration avec l'IRES, enfin, moi, il faut aussi qu'on se dise les choses sincèrement. Il n'y a pas une neutralité qui est totale. Il y a forcément dans la façon dont on conçoit le sujet, dont on va le demander qu'il soit traité, même si on demande le plus d'objectivité possible, il y a toujours quand même un prisme de départ qui fait que ça va avoir une influence sous l'étude. Et sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, sinon il n'y aurait pas 6 organisations syndicales autour de la table, on aurait du mal à mettre ce sujet commun. Donc voilà, donc il faut, c'est de bonnes idées, travailler ensemble sur certains sujets, c'est forcément une bonne option, et il faut le faire, mais ça restera sur certaines études, et il faut qu'il y ait une liberté sur d'autres études, parce que on doit rester aussi avec sa façon de voir les choses, avec ses priorités, avec ses prismes. Voilà, donc c'est pour ça que je disais un demi-banco, et ça me permet de conclure comme ça. Très bien. Comme nous arrivons à la fin du temps, je vous propose très 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 rapidement de... Non, ça faut arrêter. Je vous propose très rapidement de dire un mot de conclusion. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'IRES pour ses 40 ans? Qu'est-ce que vous attendez de l'IRES pour ses 50 ans? Enfin, voilà, vous avez le champ libre. On va commencer par Frédéric Souillot. Ce que je souhaite, ce que nous souhaitons pour ma part, pour notre organisation, c'est le maintien des moyens, une évolution des moyens pour l'IRES, et que l'IRES continue comme elle a été construite et comme nous la faisons vivre jusqu'à maintenant. Moi, je pense que la bataille n'est pas facile, et on le voit bien dans un autre secteur, un autre secteur par rapport à l'IRES, c'est tout simplement le CNRS et la façon dont la puissance publique organise ses priorités sur les différentes divisions, axes de recherche qu'il y a en matière économique. La macroéconomie statistique, les modèles, l'économie des phénomènes, enfin bref, on voit bien qu'il y a un débat extrêmement important en ce moment. Il y a une controverse sur les modèles économiques qui ont été suivis en matière de développement par les politiques publiques. Et cette controverse-là, aujourd'hui, n'est pas très transparente. On voit bien, on y est confronté en ce moment même, d'ailleurs, dans la séquence politique et sociale du moment, on y est confronté à ce sujet-là. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que, bien sûr, l'IRES continue et qu'il prenne une place de plus en plus importante, parce que cette place, elle est menacée, parce que ce qui se fait à l'IRES, le travail qui est fait par les chercheurs, vis-à-vis de sujets indépendants, vis-à-vis d'autres sujets qui sont commandés par l'agence d'objectifs, etc., est un travail absolument indispensable. Et comme il est indispensable à la prise de conscience, à l'autorité et à l'utilité de différentes positions syndicales, forcément il est menacé. Et donc à ce titre, je crois qu'il faut qu'il y ait une forte solidarité, une forte intelligence qui se rassemble pour défendre et continuer à travailler, à faire vivre l'IRES. Tout simplement l'envie que nos futurs et futures successeurs et successeuses viennent dans 10 ans fêter les 50 ans de l'IRES pour dire combien c'est important, combien on travaille bien avec et combien ça nous est utile dans nos activités. Mais en un mot, je reviendrai sur ce qu'a dit François tout à l'heure, et pourtant c'est un statisticien de métier qui vous parle, mais il y a un vrai enjeu autour de la recherche, parce qu'aujourd'hui, la statistique a vraiment remplacé ou a pris trop d'importance par rapport à la recherche. Et ce qui est important, c'est d'avoir un juste équilibre entre les deux. Encore une fois, en tant que statisticien, je ne vais pas vous dire que c'est pas intéressant et que c'est pas utile. C'est très important. Mais c'est important en complément et avec ou à côté de la recherche. C'est pas utile pour remplacer la recherche. Et ça, c'est un véritable enjeu pour demain. Donc, évidemment, Frédéric l'a dit aussi, c'est garder des moyens. Pourquoi pas
faire des études en commun pour faire le lien avec la question précédente, arriver avec des études qui ont été porteuses d'intérêt et qu'on a démontré vraiment l'utilité auprès de tout le monde. Ce que je souhaite aussi, et on en a parlé dans d'autres sujets, c'est que ce soit mieux utilisé à travers les autres organismes, mieux utilisé en interne chez nous, mieux connu. Mais ce vœu que je fais pour l'IRES, entre guillemets, on pourrait le faire aussi pour le CESE. Hein. Enfin, excusez-moi d'être un poil plus long, mais hier, par exemple, au CNR, dans des discussions entre midi et 2, où certaines personnes qui étaient autour de la table, sur lesquelles on parlait de sujets hyper importants, nous disaient ne avoir jamais regardé ou lu un avis du CESE concernant ce sujet-là qui paraissait capital. On peut se poser tous conjointement les mêmes questions, parce que les questions qu'on se pose pour l'IRES, on pourrait parfois se les poser pour le CESE. Or, on sait tous que les avis, les travaux qu'on fait sont hyper importants, sont de grande qualité et sont juste pas assez utilisés. Donc c'est revenir dans 10 ans avec des moyens et avoir démontré que c'est très utile et que c'est très utilisé. Merci. Laurent Berger. Les choix qui sont à faire concernant un monde du travail qui devient quand même de plus en plus parfois complexe à appréhender, des choix de société à faire, des choix économiques à opérer, des tournants, des ruptures à assumer. Moi, je crois qu'on a besoin de plus en plus que l'IRES, par ses travaux de recherche, aille en profondeur dans le monde du travail pour nous aider à décortiquer ce qui se passe, manie l'interdisciplinarité. C'est fondamental, hein, parce qu'on voit bien, nous, je dis souvent, moi, quand je me suis engagé dans le syndicalisme, c'était parce que je considérais que le social n'était pas le sous-produit de l'économie. Mais aujourd'hui, il y a d'autres dimensions qui sont apparues dans notamment la question écologique. On le voit bien, on est tous en train de regarder comment on manie ça, y compris dans nos organisations. Donc il y a besoin d'une interdisciplinarité de plus en plus assumée, parce qu'il y a plusieurs dimensions à un même sujet. Et donc voilà, je crois qu'on a besoin d'une IRES qui nous aide à y voir plus clair, qui manie des travaux de prospective, et qui fasse progresser le syndicalisme. Finalement, ça sert à ça, pour qu'on soit toujours, qu'on essaye d'être le plus pertinent possible. Et puis je finirai en reprenant ce qu'a dit Cyril, il faut mieux faire connaître les travaux. Et là, c'est vrai, on est tous soumis à ça, hein. Même dans nos propres productions. Le rapport à la lecture est quand même quelque chose qui a beaucoup évolué, y compris des militants syndicaux, et j'ai presque envie de dire parfois y compris des responsables syndicaux, ce qui est un vrai sujet. Et donc la façon dont on rend compte de travaux, sans être dans le simplisme et dans la simplification, est aussi un enjeu fondamental. Philippe Martinez. Oui, trois choses. Premièrement, que l'IRES garde sa spécificité et qu'on sache résister à toutes les pressions qui voudraient qu'on rentre dans le moule, si vous permettez l'expression. Ça veut dire, deuxième chose, que il y a besoin que, évidemment, mais on l'a déjà dit, que de notre part, on fasse mieux connaître le rôle et les travaux de l'IRES. Je pense que c'est essentiel avec ce qu'a soulevé Laurent, mais peut-être qu'il faut réfléchir aussi sur le problème de la lecture. Et il n'y a pas que les documents de l'IRES qui ne sont pas lus. Il y a plein de documents de la CGT qui ne sont pas lus par les militants de la CGT. Donc c'est un vrai sujet, mais peut-être qu'il faut qu'on regarde à de nouvelles formes pour rendre plus accessibles les travaux ou qu'on vérifie les portes d'entrée, parce que des fois, il faut donner envie. Et puis, la troisième chose, c'est, je pense qu'il faut... Alors, dans la deuxième, il faut aussi que je pense que l'IRES soit peut-être plus encore un poil à gratter pour les organisations syndicales. On se comprend. En tout cas, de temps en temps, nous montrer là où ça fait mal chez nous aussi. Et puis la troisième chose, c'est imposer l'IRES dans la place publique. En tout cas, que ce soit un organisme de référence dans des tas de débats ou de travaux, qui soient ici, par exemple, dans cette instance, au Parlement, dans des négociations entre syndicats et patronat, par exemple. Je trouve qu'on n'est pas assez, je veux dire nous, moi, pas vous, mais je pense qu'on est d'accord, pas assez exigeant sur le besoin de diversité dans ce qu'on
nous propose de négocier ou propose de discuter. Bien souvent, c'est d'autres qui nous imposent la vérité et c'est pas la nôtre, cette vérité-là. Merci. Frédéric Marchand, pour finir. Oui, moi ce que je souhaite, c'est qu'on puisse réussir à préserver l'IRES en se donnant les moyens, y compris nous six, aussi collectivement, de faire les évolutions qui sont nécessaires et ensemble, mais sans en changer, et là je rejoins Philippe, en gardant la spécificité, parce qu'on a besoin de cet outil-là qui est un outil important pour pouvoir, à mon sens en tout cas, contribuer à un meilleur dialogue social aussi. Alors oui, il faut que ce soit capacité de poil à gratter, mais je crois qu'on est plusieurs à l'avoir dit aussi, de la recherche, ça a même été dit ce matin également, hein. Voilà, et c'est important, mais préserver cet outil-là qui quand même, on se dit oui, ça coûte de l'argent public, ça en coûte quand même pas tant que ça. Si on regarde, si on lui donne de l'utilité et qu'on fait la preuve qu'à un moment donné, il est utile. Et quand je dis ça, c'est important, faire la preuve d'eux, c'est-à-dire pas se contenter de regarder nos chaussures et de dire oui, c'est utile, etc. Mais de valoriser, de dire qu'on peut en faire quelque chose, balayer aussi devant notre porte, et regarder aussi comment chacun l'a dit, hein, on l'a tous exprimé, faut qu'on valorise mieux les travaux qui sont produits, il faut qu'on en fasse quelque chose. Moi, le côté d'avoir quelques travaux mutualisés qui peuvent le permettre me paraît intéressant. Voilà. Et donc, j'espère comme un intervenant le disait ce matin, qu'il avait fait les 30 ans dans un moment un peu tempétueux, j'espère qu'on fera les 50 ans, nos successeurs ou successeuses, dans un moment plus apaisé. Merci beaucoup, messieurs.